Lundi 14 janvier 2019, une nouvelle semaine qui démarre, je nous la souhaite fructueuse. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles sur le grand rendez-vous que nous réserve le ciel demain. Découvrons-le ensemble avec la météo. Voilà, la carte postale ce soir nous emmène dans une ville côtière. Bonsoir aux populations de Grand Popo plutôt, je vais y arriver. Vous voyez, ça rime bien, Grand Popo et Grand Rendez-vous. Nous avons 3 rubriques au menu ce soir. Ce soir, on s'intéresse aux inondations. À Cotonou, les inondations sont cycliques avec beaucoup de désagréments pour les populations. Vous le savez, la Banque européenne d'investissement apporte son aide financière dans la gestion de ces inondations. On en parle dans Nature et Bien-être avec Amandina Agnambossou et son invité. Son invité sera une surprise pour vous, mesdames et messieurs. Restez bien câblé, en longeant les artères de Cotonou et environ, on le remarque très bien pendant ces périodes de fête, ces belles décorations qui viennent embellir les villes. Elles sont l'œuvre de décorateurs et de décoratrices, un métier qui se féminise très bien. Et d'ailleurs, ce soir, nous allons avoir une décoratrice sur ce plateau pour nous parler un peu de comment est-ce qu'on se forme à ce métier, quels sont les débouchés. La réponse dans un instant, c'est sur Autant Savoir. La rubrique Expert ce soir s'intéresse au sport roi qu'est le football. Nous allons recevoir pour vous un expert qui va nous parler un peu de l'apport du football justement au développement, mais aussi sur le mode de financement de ce sport par les entreprises privées. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal qui sera conduite de maître par Amandine Agnambossou. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Nous vous laissons l'antenne pour la présentation des titres. Au menu du journal ce soir, les résultats de recherche de Lambert Agodo, ce Tempétran a essayé de trouver des approches de solutions pour contrer les effets néfastes du changement climatique sur les populations de Djougou. Il a soutenu sa thèse à l'université d'Abomey-Calavi. Les pensionnaires du centre psychiatrique de Djako fêtent le Nouvel An. Ils se sont retrouvés pour partager des moments de joie à l'occasion de la journée de la santé mentale. Et puis au Sénégal, la campagne arachidière 2018-2019 se déroule très bien. C'est la satisfaction du côté des acteurs de la filière. Merci à vous, Amandine Agnambossou. J'ai hâte de vous retrouver à 19h45 pour le journal. Mais en attendant, vous allez nous rejoindre de ce côté-ci pour le premier plateau du grand rendez-vous Nature et Bien-être. Comme annoncé à l'entame de cette émission, Nature et Bien-être ce soir s'intéresse aux inondations. On y revient après avoir suivi ce reportage.
Cotonou dans l'eau, le phénomène est cyclique. Plusieurs quartiers de la capitale économique sont inondés. Ces eaux envahissent les vents, les maisons et même remplissent les habitations. Automobilistes, motocyclistes et piétons peinent à circuler. Les activités quotidiennes pour booster l'économie locale sont au ralenti, voire paralysées. Malgré les efforts consentis par les autorités locales pour alléger les souffrances des populations et maîtriser le phénomène, les inondations à Cotonou sont encore une équation difficile à résoudre. L'opération Cotonou en campagne contre les inondations 3CI est une solution toute trouvée depuis 2003 dont les résultats peinent à être visibles. Encore quelques mois et la saison des pluies replonge Cotonou dans l'eau. Quelle solution efficace et durable pour mieux gérer les inondations? La question reste posée. Voilà, merci d'avoir suivi ce reportage de Cécile Roundé. Retour donc au plateau avec Amandine Agnambossou et son invité. Ce soir, comme annoncé, je vous le disais tantôt, on parle des inondations à Cotonou et Amandine a choisi de recevoir pour vous, mesdames et messieurs, le directeur des services techniques de la mairie de Cotonou. Il s'agit de, devinez, eh bien vous le savez, c'est Lambert Aïchéou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Amandine Agnambossou. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnatuelo. Bonsoir. Rebonsoir, oui. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Donc avec vous ce soir, on parle des inondations. Oui, on parle des inondations. Vous l'avez dit tout à l'heure, la Banque européenne d'investissement a accordé un prêt de 50 millions d'euros, soit 33 milliards de francs CFA au Bénin, pour régler les problèmes d'inondation dans la ville de Cotonou. Monsieur Lambert Aïchéou, dites-nous déjà, est-ce qu'on peut dire qu'on tend vers la fin de l'inondation à Cotonou? Merci beaucoup, madame, pour l'invitation et salut les téléspectateurs. Et je crois que c'est un financement qui rentre dans le cadre d'un vaste programme que le gouvernement béninois a mis en place. Un programme pour résoudre totalement les problèmes d'inondation à Cotonou. Donc, tendre vers, oui. Tendre vers, oui. Oui. Et le programme, c'est combien il faut combien à peu près pour... En fait, le diagnostic à Cotonou a montré que nous avons plusieurs bassins versants qui ne fonctionnent pas bien. Et donc, pour régler le problème, il fallait construire des ouvrages d'assainissement pluvial dans tous ces bassins versants qui sont en problème. Et c'est évalué à près de 240 milliards. Donc 33 milliards, ce n'est que... Et le gouvernement a pu avoir l'accord de plusieurs bailleurs de fonds, plusieurs partenaires techniques et financiers, dont la BEI. Et donc certains, même avant la BEI, ont déjà commencé par... il y a eu la Banque mondiale, donc il y a la Banque mondiale, il y a la BEI, comme vous l'avez dit, il y a la BOAD qui avait déjà accordé une première tranche, il y a la BID, il y a l'AFD, il y a la BAD. D'accord. Mais concrètement, pour les populations qui nous suivent déjà ce matin, il y a eu plus à Cotonou, donc tout le monde, on est toujours inquiet quand on parle des inondations. Concrètement, comment est-ce que les populations vont le ressentir, cette aide-là providentielle de la BEI? Oui, mais comme je vous le disais tantôt, si vous voyez que à toutes les pluies, il y a de l'eau dans la ville, c'est parce qu'il n'y a pas d'ouvrage approprié qui puisse recueillir très rapidement les eaux pour les faire évacuer dans les endroits appropriés. Donc, ces financements vont servir à draguer les couloirs d'écoulement des eaux et protéger les berges de certains bassins. Ensuite, construire des collecteurs. Donc, il y aura des collecteurs qui vont être construits par ces ouvrages-là. Et la construction de tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure, ça va commencer quand? Parce qu'on est déjà en janvier et d'ici 3 mois, les pluies vont démarrer. C'est comme si la pluie même a senti qu'on veut lutter contre les inondations. Puis ce matin, il y a eu quelques gouttes qui sont tombées sur Cotonou. Non, je crois que ce n'est pas un programme de courte durée, parce que ça pour construire, vous savez, même si vous devez construire une école, une salle de classe, il faut au moins 3 mois. Donc ici, nous sommes en train de construire, nous sommes en train de parler d'ouvrages de béton armé. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a construit ce genre d'ouvrage. Je crois qu'on doit avoir une estimation de la durée. Non, c'est la première fois qu'il y a un programme
qui prend en compte l'ensemble de la ville. D'accord. Nous avons eu par le passé des ouvrages dans certains bassins versants, donc des projets spécifiques et des projets parcellaires, je voulais dire. Mais là, maintenant, c'est un projet global. Maintenant, il s'agit d'un programme qui prend en compte l'ensemble de la ville. Et ce que je dis là, c'est un programme qui peut durer 5 ans. D'accord. Donc, ça ne veut pas, ça veut dire que non, les effets ne seront pas immédiats. Non, les effets, ce n'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Attendez-vous à marcher encore dans l'eau. Non, c'est pas tout de suite. Non, mais la ville, avec l'appui du gouvernement, va continuer par apporter les programmes, les solutions habituelles. Vous voulez parler des 3 CI? Les solutions habituelles. Il paraît qu'elles ont fait leur limite. Je parle au nom des Cotonois. La ville, avec l'appui du gouvernement, va continuer par apporter les solutions habituelles pour soulager les populations. C'est quoi ces solutions en période d'inondation? C'est comme vous le voyez, nous faisons le curage des ouvrages, nous faisons la sensibilisation, ça a montré leurs limites. Nous faisons mais on ne peut pas faire autre chose d'abord. Les eaux sont toujours là, bien parce dans beaucoup de ménages. Parce que si on ne faisait pas ça, ça va être catastrophique. D'accord. Si au moins on ne faisait pas ça, ça va être catastrophique. On peut parler d'une forme d'atténuation. Oui, bien sûr, puisque c'est des mesures pour soulager la population. Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, dégager les populations qui se sont installées dans le lit même de l'eau? Cela ne fait pas partie du diagnostic. De vos stratégies. Les études n'en ont pas parlé? Non, mais s'il y a des endroits où on veut construire et qu'il y a des gens qui sont installés, on sera obligé de les déguerpir. Mais on ne va pas les déguerpir parce qu'elles sont... Non, évidemment. Si les gens se sont installés, ils ont des papiers en bonne et due forme. Donc, il faut les dégager dans des formes requises. Donc, on a l'impression que le serpent se mord la queue. Donc, ça, par exemple, ce n'est pas un problème, une solution de fonctionnement. Ce que la ville fait, la ville apporte une solution de fonctionnement en attendant que les investissements appropriés soient faits. Et c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure par cette aide financière de la BEI et de 33 milliards dont vous avez parlé. 33 milliards de francs CFA. Et qu'est-ce qui est fait pour le moment au niveau de la mairie de Cotonou pour faire face aux inondations de 2019? Pareil qu'on le veuille ou pas, on les aura. Oui, mais vous avez vu, je l'ai déjà dit, vous avez vu dans la ville, le curage est en train d'être fait, les collecteurs primaires sont en train d'être entretenus, etc. Vous avez parlé de sensibilisation. Oui, la sensibilisation a commencé. La sensibilisation a commencé pour dire, voilà les mesures qu'il faut prendre en période d'inondation, etc. Vous pouvez rappeler ces mesures, oui. Les là, mesures qu'il faut prendre pendant les périodes d'inondation, oui. Ah oui, mais voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant les périodes d'inondation? Non, vous savez, on va le rappeler comme vous le dites. Oui. Déjà, que les gens sont dedans, on leur dit Qu'est-ce que je voulais dire? On parle souvent des prises. Je voulais commencer par où? Il y a d'abord le problème de l'électricité. Oui. Ils sont déjà les gens sont dans l'eau. Il faut débrancher. Il faut éviter les moustiquaires. Est-ce qu'on peut mettre les moustiquaires dans l'eau? Je me demande. Non, les gens posent, les gens font des étages de fortune avec les prix que ça. Vous faites bien de parler d'étages de fortune. Amandine, c'est sûr que c'est pas drôle. C'est sûr que c'est pas drôle, mesdames et messieurs. Excusez-nous d'excuser du peu. Mais écoutez, les gens sont déjà dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il y a aussi les solutions. Il arrive que quand le problème est trop crucial, la ville a identifié des endroits pour lesquels on dégage les gens provisoirement. Ah, d'accord. Oui, on dégage les gens. Il y a un centre pour les abriter en attendant? Oui, par arrondissement, on a identifié des endroits qu'on aménage et puis on essaie de mettre les gens provisoirement. Les écoles, on arrive... Et ça se fait à quel moment? Est-ce que c'est pendant la période des pluies ou bien c'est avant la période des pluies? Non, c'est pendant la période, parce que là, c'est des mesures curatives. C'est parce que le mal est là. Le mal est là. On attend, on les voit dans l'eau d'abord avant parce de les... Non, parce qu'on peut imaginer qu'il n'y aura problème, il n'y aura pas d'eau. Donc, et puis, mais il y a de ces zones où chaque année... Et puis, ce n'est pas tout le monde qui accepte. C'est pas tout le monde qui accepte. Il y a des gens qui disent non, mais je vais rester là, ça va passer tout de suite. Il y a des habitudes. Je crois quand même que ce qui rend encore crucial le problème à Cotonou, c'est la cohabitation de ces eaux avec des tas d'ordures encore à côté. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, bien sûr que oui. Donc, je crois que dans les sensibilisations aussi, il doit y avoir des comportements d'hygiène.
Et je ne suis pas revenu sur ça parce qu'on en a trop parlé ces derniers temps. On en a suffisamment On parlé n'en ces a pas derniers encore temps. parlé sur BP24. Bon, voilà. On vous offre cette occasion Merci pour Dieu, en donc on en parler. a suffisamment. secondes. Et voilà, vous me permettez Oui. de dire à toute la population que désormais, chaque ménage doit s'abonner aux structures de précollecte. On ne veut plus voir des déchets n'importe où, hein, dans les maisons, dans les quartiers, sur les TBC. Si on attrape quelqu'un, alors il va faire l'objet de procédures judiciaires. Merci Merci. beaucoup à vous, monsieur Lambert Haïtio. C'est moi qui vous remercie. Merci Amandine Agnambosso et son invité. C'était un plaisir de vous avoir écouté sur les inondations. Donc, mesdames et messieurs, vous allez encore devoir prendre votre mal en patience. Mais ce qui est sûr, c'est que la solution est au bout du tunnel. C'est en tout cas la bonne nouvelle. Car pour nous, le directeur des services techniques de la mairie de Cotonou, nous passons à présent à une autre rubrique, Autant savoir. Autant savoir ce soir s'intéresse au métier de décorateur. De quoi il s'agit? On en parle d'abord avec ce reportage et on revient tout juste après. Ces accessoires de décoration posés sur les stands annoncent les fêtes de fin d'année. Les maisons, les boutiques et les rues sont aménagées en conséquence. La décoration se fait selon le goût et la préférence de chacun. Pendant les fêtes, peut-être déplacer la télé de tel côté, les meubles de tel côté. C'est un peu ça. Chez nous, en temps de fête, il y a les décorations un peu partout, de telle manière que quand on rentre à la maison, on sent qu'il y a la fête, les enfants sont là. Surtout quand les enfants remarquent que le lieu est décoré, ça les attire, tout ça là, donc oui. Bon, depuis que je suis née là, bon, ma mère, elle n'a jamais fait de décoration, quoi. C'est pour cela que moi aussi, je n'envisage pas à le faire aussi. Du sapin de Noël, en passant par des bougies et des guirlandes, il existe tout un arsenal de gadgets disponibles sur le marché. Avec un petit budget, on peut rendre son cadre chaleureux et épater les invités. Au temps de nos grandes-mères, il y avait pour décorer le sapin, on prenait juste du coton. Pour représenter la neige, on mettait le coton coloré sur le sapin et tout. Aujourd'hui, maintenant, les choses ont un peu plus avancé et ne nécessitent pas forcément beaucoup de moyens. Vous avez des boules qui sont de différentes couleurs. Vous mettez quelques-unes des boules déjà sur le sapin. Ça change totalement l'aspect du sapin. Il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser pour faire revivre son intérieur, son mur. Il y a par exemple des stickers. Il vous suffit juste de les coller au mur et ça change tout. On a l'impression que vous aviez dessiné, vous comprenez, les motifs sur le mur. De petits gadgets de Père Noël qu'il faut accrocher. Nous avons l'étoile aussi qu'il faut mettre au sommet de l'arbre. La tradition voudrait qu'en matière de décoration, le rouge et le vert soient mis en exergue. Cependant, pour faire la différence en cette fête de fin d'année, il est également possible de jouer sur les petits détails et de sortir des sentiers battus. La Noël, c'est aussi la couleur or, c'est aussi le gris. Donc pour une personne qui n'aime pas le rouge, on peut faire une décoration de Noël avec du gris et du vert, de l'or et du vert. Pour un salon moyen, l'espace n'est pas très grand. Déjà avec un sapin d'1,20 m, ça peut aller. Miser sur les accessoires de qualité et en adéquation avec son intérieur est gage d'une fête réussie. Une fois les fêtes terminées, ces décorations peuvent être nettoyées et emballées soigneusement pour l'année suivante. Voilà, vous le savez, les périodes de fête sont terminées, mais encore dans beaucoup de ménages et surtout dans nos villes, les décorations de fin d'année sont encore bien visibles. Et quand on parle de décoration, on fait appel souvent aux décorateurs, ces hommes de l'ombre qui font beaucoup mais qu'on ne connaît pas assez. Quel est leur métier véritablement? De quoi s'agit-il quand on parle de décoration? On reçoit pour vous sur ce plateau une décoratrice. Elle s'appelle Annick Faklandi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes décoratrice de métier? Je suis décoratrice d'intérieur aménagiste.
décoratrice d'intérieur, aménagiste. Voilà. Alors, cela fait partie de ces aspects que nous allons aborder. Tout le monde peut être décorateur, mais même dans le métier de décorateur, il y a plusieurs spécificités. Tout à fait. Dans la vôtre. Alors déjà, grosso modo, dites-nous un peu, comment est-ce qu'on en vient à ce métier-là de décorateur? Merci. Je dirais que la décoration d'intérieur, c'est d'abord la manière de donner vie à un espace, et la décoration événementielle aussi, c'est la manière de mettre un peu plus de couleur dans ces espaces pour que ça soit féerique. D'accord. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, on a toujours l'impression, dans beaucoup de ménages et dans beaucoup de têtes, que le métier de décorateur est un métier accessoire. On peut s'en passer, on peut choisir soi-même de décorer. Est-ce que vous avez parfois l'impression de faire partie d'une corporation qui n'est pas assez reconnue pour son juste mérite? Tout à fait, parce que le métier de décorateur n'est pas très connu par le public béninois. Nous avons ce problème depuis que le métier est arrivé au Bénin. Parlez-nous de vous. Vous en êtes à combien d'années déjà de carrière? Disons que je suis à ma 22e année de carrière dans la décoration. Mais beaucoup de choses ont évolué, c'était en 22 ans. Tout à fait, tout à fait. Mais j'ai eu des apprenants puisque j'ai un centre de formation et dans ce métier, voilà. Et on a eu à former, je suis à ma 5e promotion, mais à chaque fois, ces apprenants ont beaucoup de difficultés parce que nous avons beaucoup d'amateurs qui se disent décorateurs, qui prennent le devant. D'accord, mais quelle est la différence entre ces amateurs-là et vous? Les gens ne comprennent pas parce qu'un décorateur d'intérieur doit forcément passer par une formation qui dure au minimum 1 an et qui doit apprendre beaucoup de choses. Il y a l'architecture, il y a la peinture, il y a comment apprendre les couleurs aussi, agencer les couleurs, tout à fait, et comment et comprendre les volumes et tout pour pouvoir insérer tout ce que nous avons à mettre dans chaque espace. Mais les amateurs, eux, ils se disent décorateurs, ils se lèvent, ils peuvent poser tout ce qu'ils veulent sans tenir compte de ces calculs et sans tenir compte de l'étude de projet que nous faisons avant d'exécuter. Voilà. D'accord. Est-ce que vous voulez dire que c'est la seule différence entre ces amateurs et vous? Est-ce que tout ce que vous proposez comme bonus, justement, quand vous proposez une décoration, est-ce que cela, on peut s'en passer? Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas vous en passer parce que nous, quand quelqu'un qui a suivi sa formation ou un décorateur d'intérieur fait sa décoration, tout de suite, à côté de celui qui n'a pas suivi la formation, ça se ressent tout de suite. Ça se ressent. Donc, pour celui qui connaît, il y a forcément une différence. Voilà. Alors, vous avez parlé de cette formation-là de décoration qui dure approximativement 1 an. Mais déjà, dites-nous, est-ce qu'il faudrait avoir des atouts particuliers pour s'intéresser à la décoration? Forcément, il faut avoir un niveau d'études déjà donné. Quel niveau? Niveau bac. Niveau bac. Niveau bac. Carrément. Niveau bac. Parce que vous avez. On pensait qu'avec le BPC déjà on peut s'arranger. Non, pas du tout. Parce que nous avons rencontré ces difficultés parce que d'abord, il y a l'architecture. Vous allez apprendre à faire le plan à main levée. Parce que dès que vous êtes en face d'un client, il va falloir pouvoir griffonner, lui proposer quelque chose. Proposer, et lui montrer au moins ce que vous voulez lui proposer, ce que vous voulez lui faire, vous devez lui présenter ça au moins sur une feuille déjà à main levée rapidement. Donc, il y a le plan qui est dans l'architecture. Supposons que vous n'avez pas un niveau donné, vous ne pouvez pas accéder à cela. D'accord. Maintenant, pour vous, quelles autres aptitudes il faut avoir pour être décorateur? Est-ce que le métier est exigeant et demande particulièrement un certain nombre d'aptitudes qu'on ne peut retrouver que dans ce métier, justement?
Oui, tout à fait, parce qu'il faut d'abord aimer la décoration, le métier. Il faut d'abord aimer la chose. Ensuite, il faut avoir de la créativité, le sens de la créativité en soi. Ça ne s'apprend pas. Hein? Ça ne s'apprend pas. On est avec. Ça ne s'apprend pas. C'est peut-être ça qui permet de différencier une décoratrice d'une autre, le sens de la créativité. De la créativité, parce qu'il faut à chaque fois créer, innover. Donc, pour innover, il va falloir créer. D'accord. Voilà. Alors, déjà, dites-nous, hein, comment est-ce que ce métier est perçu ici au Bénin? Est-ce qu'on comprend l'utilité? Est-ce que vous êtes assez demandé? Vous avez parlé de 22 ans de carrière. Est-ce que 22 ans après, vous avez l'impression que le métier a évolué? Oui, disons qu'aujourd'hui, bon, ça a évolué avec nos centres de formation et nos apprenants qui sont sortis. Ça a commencé, bon... Le métier se professionnalise davantage? Oui, je pense, mais il y a ce manque de confiance vis-à-vis de ces décorateurs. Bon, disons que les clients n'aiment pas nous remettre leurs espaces aux jeunes décorateurs qui viennent de sortir. Il faut avoir... Bon, je ne sais pas, un nombre d'expérience. Oui, et travailler pour beaucoup de personnes avant qu'on... Ne commence pas à vous reconnaître votre mérite. Vraiment, c'est un peu dur pour nous. Et nous allons aussi dire est-ce qu'il y a une organisation au niveau des décorateurs professionnels pour pouvoir porter un peu plus haut vos doléances et vous entendre un peu sur comment est-ce que vous fonctionnez? Voilà, nous avons pensé à cela parce que déjà, bon, on va dire qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a déjà une corporation. Mais au Bénin, nous n'en avons pas parce qu'il n'y a pas... on n'est pas beaucoup sur le marché, disons. Et bon, nous allons essayer quand même de faire quelque chose. C'est en cours et nous pensons réactualiser un peu notre façon de travailler et puis avoir aussi, si possible, je ne sais pas, comment je vais l'appeler, une association qui pourra nous défendre et qui pourra porter, et bon, peut-être ce flambeau de décorateurs d'intérieur que nous sommes. D'accord. C'est vrai que le temps qui nous était parti est totalement terminé. Je vous donne à peine 30 secondes pour conclure. Et pour la conclusion, je souhaiterais qu'on puisse parler un peu des prix. Parce que souvent, on trouve que les décorateurs sont un peu trop chers. Est-ce que c'est envisager une harmonisation des prix pour que dorénavant, quand vous voulez aménager par exemple 2 pièces, vous sachiez à peu près combien est-ce qu'il faut prévoir pour le faire? Oui, je crois que d'ici là, quand nous aurons mis sur pied notre association, je crois qu'il y aura un prix fixe et qu'on ne doit pas peut-être dépasser. Et on va essayer aussi de mettre un peu plus de normes dans tout ce que nous faisons. Voilà. Merci Annick Faklangi. Nous rappelons que vous êtes décoratrice d'intérieur et paysagiste. Aménagiste. Plutôt. Merci bien. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous passons à présent au dernier plateau, l'expert. Visite d'une délégation de la FIFA au Bénin. On parle des retombées sur ce plateau. C'est la rubrique Expert, vous l'avez compris. Et ce soir, nous recevons pour vous Herman Rodrigue Amega. Il est journaliste sportif. Bonsoir, Monsieur Amega. Bonsoir, Agnat, et bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Donc, avec vous, comme je le disais à l'entame, on parle des retombées. Alors, Infantino qui vient ici au Bénin avec une délégation de la FIFA. Tout de suite, on a envie de se demander, ça rapporte quoi aux Béninois? Alors, il faut déjà rappeler que c'est une visite historique. Aucun président de la FIFA n'a encore mis pied au Bénin. Giovanni Vincenzo Infantino est le premier à le faire. Donc déjà, ça met un petit pays comme le Bénin sur orbite. Un petit pays parce que sur le plan footballistique, le Bénin ne pèse forcément pas aussi lourd que d'autres pays comme le Nigeria, le Cameroun
ou d'autres grandes nations de football sur le continent. Donc, je crois que c'est une visite ciblée du président Gianni Infantino dans la sous-région ouest africaine. Il a d'abord pris part le Togo, le Bénin, puis le Burkina Faso. Donc, pour parler et discuter donc avec les dirigeants du football béninois et les dirigeants politiques également, je vais dire, de la stratégie à mettre en place pour une relance des activités du football, ou du moins pour un rayonnement du football donc, dans ces différents pays. Et donc, lors de son passage, on va le rappeler tout à l'heure, plusieurs accords et surtout un partenariat, un accord, un mémorandum historique a été signé entre la FIFA et le Bénin pour permettre de développer donc le football béninois. Et surtout, il faudra le rappeler, le football béninois sort quand même d'une très longue crise. Et en son temps, quand le nouveau président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus a été élu, donc a été porté à la tête de la fédération, il a été reçu donc par le président de la FIFA, il faudra le rappeler. Et donc, je crois que c'est un retour à l'ascenseur donc pour le président Infantino, sa visite donc au Bénin, sa visite de 24 heures. Et durant son court séjour, il y a quand même beaucoup d'actions et beaucoup de partenariats qui ont été signés. Entre autres, il y a le projet Football for Schools qui est porté aujourd'hui par la FIFA et dont l'Afrique est, je vais dire, le siège pilote pour pouvoir expérimenter ce projet-là, qui rejoint un programme ici au Bénin dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, les classes sportives en l'occurrence. Et donc, le football, à la base, il faut rappeler aux uns et aux autres aujourd'hui que le football, le sport en général et le football en particulier, est devenu une science comme les mathématiques, une science comme la biologie, comme la géologie et tout autre. Donc, le football, il n'y a plus de génération miracle, il n'y a plus de génération spontanée, ça s'apprend, ça s'enseigne. Et donc, aujourd'hui, le football for school, c'est ramener le football à l'école pour que les uns et les autres puissent apprendre. Lorsque vous jetez un peu un coup d'œil sur, je vais dire, la sphère footballistique aujourd'hui dans le monde entier, vous vous rendez compte que ceux qui sont en train de rayonner, ce sont les gens qui ont appris le football. Ça s'apprend dans les centres. On ne s'improvise plus aujourd'hui footballeur. Par le passé, ça a eu lieu, mais aujourd'hui, on ne s'improvise plus footballeur. Il n'y a qu'à regarder un pays d'à côté comme le Sénégal. Vous avez des dizaines de centres de formation aujourd'hui au Sénégal. Et Sadio Mané, qui a fini dernièrement deuxième joueur africain, meilleur joueur africain de l'année, il a été formé à Génération Foot. Ismaïla Sarr, Idrissa Gana Gueye, tous ceux-là ont été formés dans des écoles. Et donc aujourd'hui, les Béninois ont compris, les dirigeants politiques et administratifs l'ont compris, ils ont mis en place le projet Football for School en griffe, ce qu'on a appelé chez nous les classes sportives, qui rejoint donc un programme de la FIFA. Et donc, à son arrivée au Bénin... Il pourrait y avoir une collaboration? Absolument. Il devrait y avoir une collaboration parce que l'Afrique a été choisie comme base pilote donc, de ce nouveau projet. Parce que c'est un nouveau projet. Donc, le Bénin aujourd'hui est en pole position parce que Gianni Infantino également l'a rappelé au terme de son tête-à-tête avec le président Patrice Talon qu'il a été fasciné ou qu'il est fasciné donc par les réformes ou du moins, je vais dire, les ambitions du président Patrice Talon pour le football béninois. Et donc, dans ce sens, il peut y avoir des collaborations. Et d'un autre point de vue, vous savez, il y a de l'argent que la FIFA injecte donc, au niveau des fédérations, je vais dire des petites fédérations en griffe. Et donc, ces aides-là que la FIFA porte à ces pays, ça permet de construire des centres techniques. Nous avons au Bénin le centre technique de Misrété qui abrite aujourd'hui quand même des infrastructures, même si très prochainement, ce centre sera rénové. Dans ce centre, il y a eu une pause donc, de réfection de ce centre. Et donc, c'est une manière également pour la FIFA de venir voir notre argent que nous injectons. Ça sert à quoi? Il devient quoi notre argent que nous injectons, nous envoyons à ces fédérations? Est-ce que les gens n'ont pas bouffé et nous font croire qu'ils ont construit des infrastructures? Donc, une manière aujourd'hui pour la FIFA de venir constater donc de façon matérielle eh bien, à quoi servent les sous qui concernent le projet Goal, ces sous-là qu'on envoie à ces fédérations. Et quelque part également, il y a des centres qui seront construits très prochainement. On parle du centre de Nali, on parle du centre d'Abomey en ce qui concerne les jeunes filles. C'est un programme du gouvernement qui sera appuyé donc par la FIFA, qui va permettre non seulement le développement du football masculin, mais également du football féminin, parce que de plus en plus, on est en train de voir... On conjugue le football au féminin. On conjugue le football au féminin, voilà, vous l'avez si bien compris. On conjugue le football au féminin, c'est devenu un enjeu capital, et de plus en plus de femmes s'adonnent, je vais dire, au football. Et donc, quelque part, il faut un centre
pour former ces jeunes dames, ces jeunes filles qui s'adonnent à la pratique du football. Et donc, très, très prochainement, il y aura la construction d'un centre de football à Abomey qui a reçu l'aval du président de la Fédération internationale de football association. Donc, somme toute, en quelques heures de visite de Vincenzo Infantino au Bénin, je crois que beaucoup de retombées. J'aimerais qu'on revienne sur un aspect qui m'a quand même intéressé dans son discours. Il parle un peu du financement du football. Et pour lui, le financement du football ne saurait se résumer à des questions de dépenses. Il faut aussi le considérer comme un investissement économique et social à long terme. Mais comment on arrive à cette étape? Alors, vous savez, la question du financement du sport en général et du football en particulier a toujours été problématique au Bénin et également dans la sous-région d'ailleurs, parce que les gens ne voient pas aujourd'hui leur intérêt à investir dans un sport qui, entre griffes, est un peu grabataire, qui, entre griffes, est souffrant. Et donc, quelque part, lorsque ce que vous vendez n'est pas vendable, lorsque ce que vous vendez ne peut pas être acheté, les gens se disent à quoi bon donc allier son image à ce produit. Oui. Donc, quelque part aujourd'hui, notre football, ou du moins notre sport en général, n'est pas encore vendable. Vous voyez, à l'extérieur, ce sont les sponsors qui courent, qui font la queue pour venir investir leur argent. Mais ici, on n'est pas encore à cette étape. Donc, quelque part aujourd'hui, ceux qui injectent de l'argent dans le sport, quelque part, il faut considérer qu'ils font du social. Quelque part, il faut considérer qu'ils n'ont pas encore totalement des retours sur investissement. Et donc, c'est pour cela que le président Patrice Talon, en début d'année, ou du moins en fin d'année dernière, il a rencontré, je vais dire, les grandes sociétés donc, de la place. Pour leur demander d'investir dans le sport. Pour leur demander d'investir dans le sport. Et en retour, ils ont des exonérations fiscales et d'autres facilités sur le plan fiscal. Et donc, c'est sous là, je crois que c'est déjà une brèche qui est ouverte. C'est déjà un premier pas pour permettre le financement du sport parce qu'un sport sans financement est voué à l'échec. Un sport sans financement ne peut jamais progresser. Et ce sont les multinationales, ce sont les grandes sociétés qui font le sport parce que le sport, c'est beaucoup d'argent. Le sport, c'est un gros investissement. Et lorsque, à un moment donné, votre sport devient visible, lorsque, à un moment donné, votre sport devient vendable, vous pouvez vous imposer. Et ce sont les sponsors maintenant qui viennent, qui vous font maintenant la cour pour investir leur argent. Et ça, je crois que c'est l'aboutissement d'un processus. Ce processus, nous ne l'avons pas encore commencé. Et il faut qu'on commence. On l'a vu avec le championnat national de football qui a été sponsorisé par Vita. Alors, c'est déjà un premier pas qui a été sponsorisé également par d'autres sociétés privées de la place. Donc, c'est déjà un premier pas et je crois que progressivement, on va y arriver. Et le message du président de la FIFA, c'est pour inciter ces sociétés-là qui sont encore réticentes, ces structures-là qui n'ont pas encore compris le bien fondé du sport aujourd'hui parce que le sport, c'est une industrie. Le sport, c'est de l'investissement. Et lorsque vous investissez et que ça prend finalement, il y a des retours sur investissement. D'accord. Alors, Amégan, donc, ça veut dire qu'on peut retenir que cette visite-là du président de la FIFA vient redonner un souffle nouveau au football béninois. Oui, ça vient redonner un souffle nouveau parce que, ne serait-ce que pendant 24 heures, ça a mis le Bénin sur orbite. Ceux qui ne connaissaient pas ce qu'on appelle le Bénin savent déjà désormais qu'il y a un pays en Afrique de l'Ouest qu'on appelle le Bénin. Et également, le discours du président de la FIFA qui a été fasciné par, je vais dire, tout ce qui a été mis en place déjà ici au plan local, je crois que ça va permettre de faciliter l'accès au financement et pourquoi pas doubler ce qu'on avait comme financement parce que nous avons beaucoup de projets et donc le président de la FIFA, en tout cas avec tout son staff, va voir dans quelle mesure augmenter, je vais dire, la cagnotte en ce qui concerne le Bénin. Déjà que nous avons beaucoup de projets, en l'occurrence la construction de 56 stades, dont 22 ont déjà démarré. Tout cela a fasciné le président de la FIFA. Donc, en moins de 24 heures, je crois qu'il y a eu une opération de charme qui a été vraiment effectuée sur le président de la FIFA qui a été fasciné. Je crois que si le Bénin était une femme, Gianni Infantino va vouloir repartir avec. J'aime bien cette chute, mais en attendant, parlons un peu plus de tout cela. Il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés. Concrètement, finalement, de quoi il s'agit? Concrètement, il faut dire que ce sera... On ne va peut-être pas quantifier ça de façon numéraire, mais on va le voir sur le plan logistique. Ouais. Ce n'est pas de l'argent que la FIFA va nous envoyer et dire, bon, ok, prenez et faites ce que vous en voulez. Non. Ce sont des projets ciblés, orientés déjà, donc qui ont reçu l'aval du président de la FIFA. On a parlé de Football for Schools, qui est un projet de la FIFA, un nouveau projet de la FIFA qui sera expérimenté en Afrique. Et au Bénin, nous avons
dans le programme d'action du gouvernement les classes sportives, c'est-à-dire une sorte de football dans les écoles. Et donc, la concordance entre ces deux projets permet aujourd'hui à la FIFA de financer ce secteur-là, donc du programme d'action du gouvernement. Et par ailleurs également, la construction des centres techniques, des centres de football. J'ai parlé tout à l'heure de Ndali qui va recevoir donc, je vais dire, du financement de la FIFA pour la concrétisation de ces projets. Donc, quelque part pour nous, je vais dire, ce sera de l'aide, du soutien, un peu comme on le voit en politique, de l'aide au développement. Donc, ce sera de l'aide au développement pour le football. Et donc, on va construire avec ça, si on gère bien les sous, bien évidemment, de façon très catholique. Et donc, on va construire des centres de formation. Les classes sportives seront beaucoup plus tonifiées, beaucoup plus vivifiées, puisqu'on le voit déjà, beaucoup plus structurées. Et donc, quelque part, je crois que c'est un souffle nouveau parce que le gouvernement seul ne peut pas investir dans tous ces secteurs d'activité. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'environnement. Il y a beaucoup de choses à faire pour le gouvernement. Donc, le gouvernement ne peut pas tout faire. Et je crois que la FIFA, en tout cas, par le biais de cette visite aujourd'hui, va se rendre compte maintenant du potentiel, je vais dire, du Bénin, même si on n'est pas encore une très grande nation de football. On se rend compte de l'ambition des dirigeants à travers tout ce que le président Infantino a déjà vu sur place, va permettre quand même de recevoir du financement. Parce que c'est ça qui est le nerf de la guerre, vous le savez, c'est l'argent. Et donc, on a besoin d'argent pour financer tous ces secteurs-là, ou du moins tous ces projets-là au niveau du football. Et je crois que c'est un souffle que vient donner quand même, le président Infantino est venu insuffler quand même une sorte de dynamique, je vais dire, à ce football-là qui n'a pas encore peut-être porté les fruits. Je suis contente que vous parlez de dynamique parce que de tout temps, tout ce qu'on a voulu du football, c'est qu'il fasse rayonner le pays, qu'on ait nos écureuils qui nous ramènent beaucoup de trophées. Donc, on aimerait bien savoir si vous permettez, s'il y a possibilité d'avoir des appuis techniques, je ne sais pas, des formations de grands entraîneurs, des joueurs de renom qui viennent collaborer avec nos joueurs ici pour leur apporter de la plus-value. Déjà, ce n'est pas nouveau, les appuis techniques. La FIFA dépêche généralement des experts et ça, c'est à travers la collaboration entre la Fédération béninoise de football et la Fédération internationale de football association, parce que c'est la fédération qui est le répondant de la FIFA au Bénin. Donc, à travers la fédération, je crois qu'il y a déjà des experts qui viennent déjà former nos entraîneurs sur place, qui leur permettent d'avoir des diplômes, qui leur permettent de leur donner les nouveaux rudiments nécessaires pour pouvoir, je vais dire, apprécier le football moderne. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le football n'est plus comme on l'a vécu dans les années 50, dans les années 60 ou même au début des années 2000. Le football maintenant est devenu une industrie et surtout une philosophie. Et donc, à travers les appuis techniques de la FIFA aux fédérations, pas seulement béninoises, mais aux fédérations du monde entier, je crois qu'il y a des experts qui viennent récemment. Il y a des experts de la FIFA qui sont venus pour former les entraîneurs. Il y a des experts de la FIFA qui viennent pour former nos arbitres. Et donc, ce n'est que comme ça que nous allons progressivement évoluer et progressivement faire évoluer également notre football. Et donc, tout ça, je crois que ce sont des termes qui ont été renégociés. Envoyez-nous non seulement de l'argent, on veut non seulement de l'argent, mais on veut également de l'appui logistique à travers vos experts qui viendront former les nôtres sur place. D'accord, mais est-ce que cela change le regard que bon nombre de Béninois portent sur les joueurs? Parce qu'ici, au Bénin, ce n'est pas toujours bien vu de dire qu'on est joueur. Écoutez, à moins qu'on ne soit dans l'équipe nationale. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une sorte de désamour entre le public sportif et les dirigeants du football en général à cause des différentes crises qui ont secoué le football. Mais je crois, avec la dynamique en place, les choses sont en train de changer et donc il y a un regard nouveau avec lequel les gens sont en train de voir aujourd'hui notre football. Hier, j'étais au stade René Pleven pour le match du championnat. Mine de rien, il y avait du monde, il y avait pas mal de monde. Il y a encore, je ne sais pas, 6 mois ou 1 an en arrière, vous organisez un championnat, personne ne vient regarder. Vous avez à peine 10-15 spectateurs qui viennent. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de souffle nouveau. Il y a un engouement qui a commencé par renaître donc, autour du football. Parce que pendant longtemps, notre sport a été dans des crises interminables. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec la dynamique qui est en place actuellement, il y a une sorte de renaissance, on va le dire comme ça. C'est peut-être trop dire, mais je veux bien être optimiste. Je veux bien être optimiste, mais il y a une sorte de renaissance de notre football. Et donc, progressivement, les gens ont recommencé par y croire,
Autrement, aucun sponsor ne viendrait s'allier à notre championnat. On a vu des championnats qui sont déroulés sans sponsor dans ce pays. Alors, donc, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, les retombées sont énormes pour le football béninois. Herman Rodrigue Megan, merci d'avoir été bien d'autres sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et avec vous, nous nous sommes intéressés à la visite d'une délégation de la FIFA. Surtout, nous avons parlé des retombées. Merci, mesdames et messieurs. C'était donc la rubrique Esther. Il est l'heure du journal. Nous allons rejoindre Amandine Niambossou et on se retrouve tout juste après. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Les changements climatiques sont une réalité. La seule alternative reste l'adaptation. Lambert Agodo a soutenu sa thèse de doctorat sur la question et fait quelques propositions. Les pensionnaires du Centre national hospitalier universitaire psychiatrique de Cotonou fêtent le nouvel an. Ils se sont retrouvés pour partager de bons moments de joie et de réjouissance. Au Sénégal, la campagne arachidière démarrée le 3 décembre dernier suit son cours. Les acteurs de la filière sont pour le moment satisfaits de cette campagne 2018-2019. Les changements climatiques font peser un risque important pour l'ensemble de la population béninoise. L'adaptation n'est désormais plus une option, mais une nécessité. Lambert Agodo a soutenu sa thèse de doctorat sur la dynamique climatique dans la commune de Djougou, qui subit beaucoup plus les effets des changements climatiques. Un travail scientifique qui lui a permis de proposer quelques pistes de solutions. Enoch Orumpati. Le jury me charge de vous dire que mon sujet est très intéressant, d'actualité et original. Un sujet de thèse d'actualité qui porte sur l'évolution du climat dans la commune de Djougou. L'impétrant, c'est lui, Lambert Agodo. Après avoir analysé les données, recoupées avec les statistiques, suggère. Ces résultats, nous avons remarqué que effectivement, ces populations vivent dans des conditions très difficiles. C'est des populations qui vivent exclusivement de la production agricole. Elles sont totalement dépendantes du climat et de l'ensemble de l'environnement. Ce que les populations doivent faire aujourd'hui, c'est d'abord qu'elles soient informées sur l'évolution du climat, notamment sur l'évolution de la pluviométrie et l'évolution des températures afin de prendre des dispositions pour pouvoir mener les activités agricoles qui sont les véritables sources de leur richesse. S'adapter pour un rendement agricole optimal est l'alternative proposée pour faire face aux effets néfastes de la dynamique climatique. Ces travaux de recherche ont valu à Lambert Agodo l'admiration du jury. Le jury vous déclare digne de porter le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calafi avec la mention très honorable. Ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est une originalité parce que c'est une thèse qui met en relation plusieurs disciplines et ça permet de mieux comprendre donc les diverses dimensions du développement qui affectent la vie des peuples. En particulier les questions de santé, les questions de savoir endogène, les questions liées même aux rapports sociaux au sein des ménages, les questions de bradage des terres qui entraînent des migrations de toutes formes. Lambert Agodo fait désormais partie du cercle restreint des docteurs en géographie, gestion de l'environnement, dans la spécialité environnement, santé et développement. Son chef-d'œuvre sera mis à la disposition de la communauté scientifique. Spéciale fête du Nouvel An au centre psychiatrique de Djako, la joie et l'effervescence des festins de la nouvelle année ont emballé samedi dans une ambiance de communion et de solidarité. Malades mentaux,
parents de patients et le personnel de l'administration de Diako. C'était à l'occasion de la célébration de la journée de la santé mentale. Les détails à travers ce reportage signé Patrick Adjagbedio. Centre médico-psychiatrique de Diako. Ici, le bien-être psychique, émotionnel et cognitif est une richesse indispensable pour l'être humain. Toute personne atteinte d'une dépression psychique mérite une vie épanouie. La santé, c'est d'abord le bien-être. C'est un épanouissement, c'est la joie. Ce n'est pas seulement les médicaments qui soignent. À l'intérieur de ces blocs d'hospitalisation, des personnes bénéficiant des soins s'y trouvent. À l'extérieur, pas de présence de visiteurs pour venir témoigner amour et affection aux malades mentaux. Et pourtant, ils ont plus besoin de la chaleur humaine. Le problème auquel on est surtout confronté en ce moment, c'est en fin de compte, c'est la réinsertion sociale. Parce que le patient s'en va, il n'a plus personne, ou bien certains parents disent non, bon, il ne vaut plus rien, il ne compte plus pour rien, ce qui n'est pas intéressant. C'est ce qui explique que des malades sont encore ici maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas admissible. Et c'est aussi des êtres humains. Cela explique ces moments de joie et de convivialité. Ces pensionnaires sont entourés de parents et amis. L'objectif, changer de regard sur les malades mentaux et leur donner de l'amour. Vous voyez, c'est une manière de lutter contre la stigmatisation de ce centre. Lutter contre la stigmatisation des malades mentaux. Est-ce que quelqu'un vous a agressé ici maintenant? On n'en verrait pas. Une manière de dire, mais pourquoi nous les rejetons? Pourquoi nous les rejetons? Ils ont besoin de notre amour, ils ont besoin de notre attachement, ils ont besoin de notre soutien. Le nouvel an de la santé mentale, une fête retenue par les patients eux-mêmes pour se sentir en famille. Renforcer la santé mentale, c'est non seulement promouvoir le bien-être psychique des citoyens, mais aussi répondre aux besoins élémentaires des personnes atteintes de troubles mentaux. Le Cameroun teste de nouvelles variétés de blé pour réduire les importations estimées à 150 milliards de francs CFA chaque année. Le pays dispose actuellement sur son territoire de plus de 200 zones d'expérimentation de la culture du blé. La région de l'Adamawa, une localité de la partie septentrionale du Cameroun, est l'un des champs d'expérimentation de nouvelles variétés de blé actuellement en phase de test dans le pays. Le lancement de ces tests avec le concours de l'Institut de recherche agronomique pour le développement vise à prévenir l'augmentation des importations de blé qui constitue l'une des principales sources d'expatriation des capitaux avec le riz. La Malaisie s'intéresse au modèle gabonais d'exploitation durable du palmier à huile après l'ultimatum lancé par le Parlement norvégien à son gouvernement de limiter et d'éliminer progressivement l'huile de palme dans sa politique relative aux biocarburants à compter de janvier 2020. Le Conseil malaisien des palmiers à huile tente de désamorcer cette escalade pour s'arrimer aux critères de développement durable malgré toutes les pratiques durables adoptées tout au long de la chaîne de valeur de l'huile de palme. Le pays entend s'inspirer du modèle gabonais pour contrer les militantes anti-huile de palme qui exercent une influence notable sur les gouvernements et les parlements de l'Union européenne. Au Sénégal, la campagne de commercialisation de l'arachide 2018-2019 a démarré officiellement depuis le 3 décembre dernier. À Ziguinchor, à l'usine de la Sonacos, des camions chargés de graines d'arachide sont en attente d'être déchargés, ce qui augure d'une bonne campagne cette année. Reportage. Des dunes d'arachide un peu partout, des camions qui attendent d'être déchargés, des machines qui tournent en plein régime, c'est le décor que l'on peut noter à l'usine de la Sonacos de Ziguinchor. Ce que nous constatons, c'est que nous avons une arrivée et une réception de graines à Ziguinchor qui est beaucoup plus importante que l'année dernière. Donc, la qualité également des graines, parce que même le test de densité, on demandait une densité de 295 grammes. Au niveau de Ziguinchor, on a une densité de 330 grammes. À ce jour, tous les opérateurs ont reçu leur argent, affirme le ministre de l'Agriculture. La Sonacos
ne doit rien aux opérateurs privés stockeurs. Rien. Tout ce qui entre est payé, il suffit qu'on ait la facture. Une fois que les délais sont respectés et les factures arrivent, la Sonacos paye et la Sonacos a suffisamment d'argent pour payer. Une assurance qui rassure les opérateurs. Ces derniers félicitent l'État du Sénégal pour les efforts consentis pour un bon déroulement de cette présente campagne. On est vraiment content aujourd'hui. Dernièrement, j'avais dénoncé une situation, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre. Tout ce qu'on veut, c'est que le travail se passe dans de bonnes conditions. Et si les actions continuent ainsi, tout le monde s'en sortira gagnant. Les récoltes records dans cette partie sud du pays a relancé les activités de la Sonacos. Occasion pour le directeur général de rassurer les saisonniers sur leur travail. Désormais, la structure va pouvoir tourner 11 mois sur 12. Voilà qui vient mettre un thème à ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Voilà, merci à vous Amandine Agnambossou. C'est un plaisir d'avoir suivi votre journal d'une actualité à une autre. À présent, nous allons recevoir Adonis Boou pour la revue de l'actualité web. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit. Si vous venez de nous rejoindre, s'il est l'heure d'ActuWeb et l'homme d'ActuWeb est déjà avec nous pour faire avec vous, mesdames et messieurs, la revue de l'actualité web. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui a animé la toile ces derniers temps? On en parle avec Adonis Boou. Adonis Boou, bonsoir. Bonsoir Aniad, bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, qu'avez-vous de beau pour les téléspectateurs? Eh bien, Abomer, son nouveau roi. Il a été désigné. Enfin, oui. 6 mois après. 6 mois après le décès à Goliago, il a été désigné ce 12 janvier. Il s'appelle Kefa Sagbadou Klele. Eh bien, il est professionnel de l'art divinatoire, descendant d'une longue lignée royale, c'est-à-dire qu'il est le fils, petit-fils de roi. C'est ça. La cérémonie d'intronisation aura lieu dans les tout prochains jours. D'accord. Alors, comment est-ce que les natifs d'Abomey ont apprécié la nouvelle sur la toile? C'est sûr que beaucoup de... Selon les commentaires qu'on a eus, ils ont apprécié, ils ont au moins ça comble maintenant le vide qu'il y avait après le décès de l'ancien roi. D'accord, au moins cela a fait l'unanimité. Oui, c'est déjà ça, de gagner. Même si, on n'aura pas totalement l'unanimité, on saura toujours qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, d'autres seront par contre. Il faut rappeler qu'ils étaient 11 au départ. Et il est le seul à avoir su tirer son épingle du jeu. Oui, oui. D'accord. Alors, une autre actualité pour les téléspectateurs? Eh bien oui, l'évaluation des enseignants boycottés. Eh bien, les enseignants du secondaire devaient être évalués sur l'étendue du territoire national ce samedi. Si certains se sont manifestés pour jauger leur niveau, d'autres par contre ne s'y sont pas rendus ou ont préféré battre le macadam dehors. À certains endroits, il a été observé à l'entrée des dépôts de fétiches et autres. Sur la toile, beaucoup de personnes ont réagi à cet état de choses, relevant aussi sur les épreuves de composition certaines incohérences, certaines erreurs. Nous prenons d'abord la feuille sur laquelle ils ont relevé des erreurs de diplôme académique et de diplôme professionnel. Ensuite, sur l'épreuve même de composition, il y a eu certains commentaires où on parlait de dissertation, on parlait d'études. Face à cela, nous prenons le commentaire de Robert Humbo. Si ces erreurs soulignées sur la feuille de composition sont vraies, Monsieur le Président de la République, il est nécessaire de voir urgemment qu'on évalue d'abord les évaluateurs avant d'évaluer les enseignants. Dans le contexte actuel, ces erreurs sont inacceptables. Il a souligné les erreurs qui ont été relevées. Ensuite, Habib Le Gagnant, bonjour à tous. Selon les normes, selon les enseignants, cette évaluation ne respecterait aucune norme en la matière. Et la grosse crainte, c'est le vote de la loi stipulant que tout agent de l'État peut être limogé ou démis de ses fonctions à tout moment. Ajoutez à ceci l'empressement du gouvernement qui tient coûte que coûte à les évaluer. Tout ceci justifierait donc la réticence des enseignants à se faire évaluer. D'accord. Mais est-ce que le risque n'est pas plus grand de boycotter? Ah, ça, je ne pourrais le répondre. Il n'y a pas des internautes qui en ont parlé? Bon, on va sur Raoul Yaouvi Yaka. L'éducation a des racines amères, mais ses fruits sont délicieux. Souligne Aristote. Cette mission est noble et pleine de sacrifices. Évaluer les enseignants, quelle serait la finalité? Renvoyer ceux qui ne seront pas à la hauteur ou relever leur niveau? Voilà autant de questions auxquelles le gouvernement devrait d'abord trouver des solutions avant la réussite d'un tel projet. Les enseignants sont méfiants, cela ne veut pas dire que tout le monde a le niveau, mais également il est important de reconnaître que l'expérience aussi compte en ce qui concerne l'édification de la personnalité. Un très long commentaire et très instructif. Oui. Comme l'a Ignace Coton, c'est vraiment triste.
non pas parce que les enseignants ont boycotté, mais parce que nos autorités, à charge du système éducatif, ne veulent pas trouver solution aux véritables problèmes qui minent l'éducation béninoise. On peut tout ignorer dans la vie d'un homme, sauf l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'éducation. L'essentiel, c'est l'éducation, Adonis Bohon. J'aime bien la chute de ce commentaire. Bon, nous terminons avec Hyacinthe Aniou, qui estime que c'est un manque de respect envers les enseignants. Il prend la défense des enseignants, on contrôle le niveau, mais quel rôle jouent finalement les conseillers pédagogiques et inspecteurs? À se faire trop malin, on risque de se faire honnir. Les enseignants ont montré au gouvernement qu'eux aussi, ils ont une petite force. Politiquement, ça agira sur les législatives prochaines. Mais bon, lui, il a préféré... Il a glisser sur la politique. Oui. Ok, d'accord. Bien, c'est ce que nous avons comme commentaire suite à l'évaluation boycottée des enseignants. D'accord, Adonis Bohon, on parle d'un autre sujet ou c'est terminé pour ce soir? C'est terminé pour ce soir. Alors, la question de la semaine, nous revenons demain pour la question de la semaine. On revient demain pour la question de la semaine. On a hâte de découvrir les réponses des téléspectateurs. Rappelez-nous déjà, c'était quoi la question? Non, demain, on va poser la question. Demain, on pose la question? Oui. Donc, restez fidèles, mesdames et messieurs. La question de la semaine, ce sera pour demain. En attendant, le grand rendez-vous se poursuit toujours et nous amorçons la descente avec la météo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. Notre instant citation à présent, eh bien, c'est l'occasion pour nous de faire un clin d'œil à un écrivain africain, Amadou Hampâté-Bâ. Nous vous parlons de cette citation que nous connaissons tous, mais nous nous le rappelons encore quand même. Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Merci pour votre présence effective à nos côtés. Je vous retrouve encore demain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.